Quand on a 20 ans, on pense souvent que les erreurs les plus graves sont évidentes. On imagine qu'elles ressemblent à des catastrophes. Une faillite, une arrestation, une mauvaise fréquentation, une décision qui détruit instantanément une vie. Mais avec le temps, on découvre quelque chose de beaucoup plus inquiétant. En effet, les erreurs qui coûtent le plus cher sont souvent celles qui semblent totalement inoffensives lorsque l'on les commet. Elles ne détruisent pas ta vie en une journée, non. Elles vont la grignoter doucement, lentement, silencieusement. Pendant que tu crois que tout va bien, personne ne se réveille un matin en se disant yeah, aujourd'hui je vais gâcher les 10 prochaines années de ma vie. Ça marche pas comme ça. Pourtant, cela arrive tous les jours. Pas à cause d'une grande erreur, non. Mais à cause de centaines de petites décisions qui paraissent insignifiantes sur le moment. Comme remettre quelque chose à demain, ignorer sa santé, ou dépenser un peu plus que nécessaire, ou encore rester entouré de mauvaises personnes. Ça peut être juste attendre encore un peu avant de commencer. Le plus dangereux, c'est que ces choix ne produisent presque jamais de conséquences immédiates. Et c'est principalement pour cette raison que tant de gens tombent dans le piège. Parce que lorsque la facture arrive au final, des années se sont déjà écoulées et le temps est une ressource particulière. Contrairement à l'argent, on ne peut pas en gagner davantage. Contrairement à un objet perdu, on ne peut pas le récupérer. Une fois qu'il est parti pour toujours. Alors aujourd'hui, je vais te présenter les 10 pires décisions que tu peux prendre dans ta vingtaine. Pas forcément les plus spectaculaires, pas forcément les plus évidentes, mais surtout celles qui, année après année, vont détruire le plus de potentiel, de liberté et d'opportunité. Et même si tu n'es concerné que par une seule d'entre elles, elle pourrait être en train de te coûter beaucoup plus cher que tu ne l'imagines. Alors prends quelques minutes, mets de côté les distractions et pose-toi une question honnête. Dans quelle direction tes décisions actuelles sont-elles réellement en train de t'emmener? Parce que parfois, une seule prise de conscience suffit à changer complètement le reste d'une vie. Numéro 1, attendre d'être motivé. S'il y a une erreur qui détruit plus de rêves que le manque de talent, c'est probablement celle-ci. Attendre de se sentir motivé avant d'agir. Quand on est jeune, on croit souvent que les personnes qui réussissent sont différentes de nous. On imagine qu'elles se réveillent pleines d'énergie, qu'elles ont constamment envie de travailler sur leurs objectifs et qu'elles avancent sans difficulté. Pourtant, lorsqu'on observe de près les personnes les plus performantes dans n'importe quel domaine, on découvre quelque chose d'étonnant. En fait, elles ne sont pas plus motivées que les autres. Elles ont simplement appris à agir même lorsqu'elles n'en ont pas envie. Le premier problème avec la motivation, c'est qu'elle est instable. Elle dépend souvent de ton humeur, de ton énergie, de la météo, de ce qui s'est passé dans la journée, et même parfois de choses que tu ne contrôles pas du tout. Construire sa vie autour de la motivation revient donc à construire une maison sur du sable. Certains jours, tu te sentiras invincible. D'autres jours, tu n'auras envie de rien faire. Si ton action dépend de ton envie, tes résultats seront toujours irréguliers. Le deuxième problème, encore plus dangereux, c'est que plus tu attends d'être motivé, plus tu prends l'habitude de reporter. Et chaque report va venir renforcer le suivant. Et là, tu vas commencer à remettre une séance de sport au lendemain, puis une semaine, puis un mois, puis ça devient une année entière. Ce qui semblait être un simple retard devient progressivement un mode de vie. Prenons l'exemple de deux jeunes de 22 ans qui souhaitent se remettre en forme, on va dire Jean puis Paul, ok? Jean décide qu'il ira au gym lorsqu'il se sentira réellement motivé. Là où Paul, il se donne simplement une règle. Peu importe son humeur, il y va. Certains jours, il s'entraîne à fond. D'autres jours, il ne fait presque rien. Mais il se présente quand même. Après 5 ans, la différence va être spectaculaire entre les deux. Non pas parce que Paul était plus talentueux, mais parce que Jean dépendait de ses émotions, alors que Paul dépendait de ses habitudes. La vérité est que la plupart des grandes réussites sont le résultat d'actions ordinaires répétées pendant de très longues périodes. Et ces actions ne sont presque jamais excitantes. Personne n'applaudit lorsque tu te lèves tôt. Personne ne célèbre les heures passées à apprendre, à travailler ou t'améliorer dans l'ombre. Pourtant, c'est précisément là que les trajectoires se construisent. Les gens pensent souvent que l'action suit la motivation. C'est faux. En réalité, c'est souvent l'inverse. Tu commences par agir,
Puis la motivation apparaît. Tu commences par courir. Puis tu as envie de courir encore et encore et encore. Tu commences par créer. Puis tu retrouves l'inspiration. Attendre la motivation, c'est attendre quelque chose qui arrive souvent après le premier pas. Deuxième point, dépenser pour impressionner des gens qui s'en foutent. Ils en ont rien à faire. Ok, imagine un instant que tu reçoives demain une augmentation de salaire. Pas une augmentation énorme, juste suffisamment pour respirer un peu plus. Pour beaucoup de personnes, ce moment marque le début d'un piège dont elles ne se rendront compte que plusieurs années plus tard. Parce que dès que le revenu augmente, le mode de vie augmente lui aussi. C'est presque automatique. On commence à regarder les téléphones qu'on trouvait trop chers auparavant. Les vêtements qu'on jugeait inutiles deviennent soudainement raisonnables. Les restaurants occasionnels deviennent une habitude. Puis progressivement, sans même s'en rendre compte, chaque dollar supplémentaire est dépensé avant même d'avoir été gagné. Le problème, c'est que la plupart de ces dépenses n'ont rien à voir avec nos besoins réels. Elles sont souvent liées à quelque chose de beaucoup plus profond, le regard des autres. Depuis l'enfance, nous sommes programmés pour chercher l'approbation. Nous voulons être admirés, respectés, acceptés. Et les entreprises l'ont parfaitement compris. C'est pourquoi on ne nous vend presque jamais un produit. On nous vend une image, une identité, une sensation. On ne te vend pas une montre. On te vend l'impression d'être quelqu'un qui a réussi. On ne te vend pas une voiture. Non, on te vend le statut qui vient avec. On ne te vend pas un téléphone. On te vend l'idée d'appartenir à une certaine catégorie de personnes. Et pendant que toi, tu poursuis cette image, quelque chose d'étrange se produit. Les personnes que tu essaies d'impressionner ne feront pratiquement pas attention. Pense à la dernière fois que quelqu'un est arrivé avec un nouveau téléphone. Tu l'as peut-être remarqué pendant quelques secondes, puis tu es retourné à ta propre vie. C'est exactement ce que les autres font avec toi. Ils sont beaucoup plus préoccupés par leurs propres problèmes, leurs propres ambitions, leurs propres insécurités, que par la marque de tes chaussures. Pourtant, certaines personnes sont prêtes à sacrifier des années de stabilité financière pour obtenir quelques secondes d'attention. Et ça, mon ami, c'est un échange extrêmement coûteux. Le premier argument contre ce mode de vie est simple. Chaque dollar utilisé pour impressionner quelqu'un est un dollar qui ne travaille plus pour ton avenir. L'argent est un outil. Et lorsqu'il cesse de construire quelque chose pour toi, il commence souvent à construire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Une entreprise, une banque, un créancier, mais rarement toi. Le deuxième argument est encore plus important. L'habitude de vouloir paraître riche empêche souvent de devenir réellement riche. Parce que la vraie richesse est généralement silencieuse. Elle n'est pas toujours visible. Elle ressemble souvent à quelqu'un qui conduit une voiture ordinaire, qui vit sous ses moyens, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. La personne qui paraît la plus riche dans une pièce n'est pas nécessairement la plus riche. Et parfois, c'est même l'inverse. Prenons un exemple très concret. Jean et Paul, ok, les deux gagnent exactement le même salaire. Jean utilise chaque augmentation pour améliorer son apparence extérieure. Donc, ça va être une plus belle voiture, de plus beaux vêtements, un plus gros téléphone. Là où est-ce que Paul, il continue de vivre presque comme avant. Et la différence est invisible pendant 1 an, certes, pendant 2 ans, même pendant 3 ans. Et c'est justement ce qui rend cette erreur si délicate, si dangereuse. Parce que les conséquences ne sont pas immédiates. Mais après 5 ou 10 ans, les trajectoires deviennent méconnaissables. Jean possède une image, Paul possède une liberté. Lorsqu'on y réfléchit sérieusement, la liberté est probablement le luxe le plus précieux qui existe en ce monde. Numéro 3. Choisir ses amis au hasard. On entend souvent la phrase « Sois toi-même ». C'est un bon conseil, mais il est incomplet. Parce qu'en réalité, il est extrêmement difficile d'être soi-même lorsque l'on passe plusieurs années entouré de personnes qui tirent constamment dans la direction opposée. L'une des décisions les plus importantes de la vingtaine concerne les personnes auxquelles on accorde son temps. Pourtant, c'est aussi l'une des décisions les moins réfléchies. Beaucoup de gens choisissent leurs amis par proximité.
Ils deviennent amis parce que ils ont fréquenté la même école, ils ont travaillé au même endroit ou grandi dans le même quartier. Mais rarement parce qu'ils partagent réellement les mêmes valeurs ou la même vision de la vie. Le premier problème est que l'environnement finit toujours par influencer les standards que l'on considère comme normaux. En effet, si toutes les personnes autour de toi dépensent sans compter, eh bien, il y a de fortes chances que tu finiras par considérer cela comme normal. Si personne dans ton entourage ne lit, n'apprend ou ne poursuit d'objectifs ambitieux, tu risques progressivement de voir ces comportements comme inutiles ou étranges. À l'inverse, lorsqu'on est entouré de personnes qui recherchent constamment à progresser, certaines habitudes deviennent plus naturelles. L'effort paraît alors moins exceptionnel, la discipline paraît moins étrange et les ambitions paraissent plus accessibles. Le deuxième problème, il va être un peu plus subtil. Parce que certaines personnes ne détruisent pas tes projets directement. Elles le font lentement. Par leurs remarques, par leur cynisme, par leur pessimisme ou encore leur moquerie. À force d'entendre que quelque chose est impossible, beaucoup de gens finissent par abandonner avant même d'avoir essayé. Imagine un jeune qui souhaite lancer un projet. Et chaque fois qu'il en parle, il entend toujours les mêmes réponses. Non, ça ne marchera jamais, tu perds ton temps. Mais tu te prends pour qui? Au début, il résiste. Puis, il commence à douter. Puis, il ralentit et finit par abandonner. Quelques années plus tard, il est convaincu que son échec était dû à un manque de talent. En réalité, il a peut-être simplement passé trop de temps dans un environnement qui étouffait toute son ambition ou toutes ses ambitions. Les personnes que tu fréquentes alors ne déterminent pas entièrement ton avenir, mais elles influencent profondément ce que tu crois possible et ce que tu crois possible finit souvent par devenir la limite de ce que tu essaies d'accomplir. Numéro 4. Croire que ton emploi est garanti. L'une des illusions les plus dangereuses de la vie adulte est de confondre stabilité et sécurité. Lorsqu'une situation reste identique pendant plusieurs années, notre cerveau finit par croire qu'elle restera ainsi pour toujours. Et pourtant, l'histoire économique est remplie de personnes qui pensaient avoir trouvé une stabilité définitive avant de découvrir qu'elle n'existait pas en fait. Le premier argument est simple. Aucune entreprise n'est obligée d'exister demain. Il y a des commerces qui ferment, des usines qui ferment, des secteurs entiers qui disparaissent. Les technologies évoluent. Les habitudes de consommation changent, des métiers qui semblaient alors indispensables deviennent soudainement moins recherchés. Lorsqu'une personne dépend entièrement d'une seule source de revenus, elle place une grande partie de son avenir entre les mains d'éléments qu'elle ne contrôle pas vraiment au final. Le deuxième argument va concerner les compétences. Beaucoup de travailleurs cessent progressivement d'apprendre une fois qu'ils se sentent installés. Ils deviennent excellents dans leur poste actuel, mais cessent de développer leurs valeurs sur le marché du travail. Le danger apparaît alors lorsque l'environnement change. Soudainement, les compétences qui semblaient suffisantes ne le sont plus du tout. Et là, l'adaptation devient beaucoup plus difficile que si elle avait été entretenue progressivement pendant plusieurs années. Imaginons deux employés ayant le même salaire. Le premier considère son emploi comme une garantie. Le second le considère comme une opportunité temporaire. Là où le premier dépense la totalité de ses revenus et cesse de se former, le second développe continuellement ses compétences, construit une épargne et explore d'autres possibilités. Si tout se passe bien, les deux semblent identiques. Mais lorsque survient une crise, une restructuration ou encore un licenciement, eh bien leurs réalités deviennent complètement différentes. L'objectif ici n'est pas de vivre dans la peur. Il s'agit plutôt de comprendre qu'une situation confortable aujourd'hui n'est pas forcément permanente. Et les personnes les plus résilientes ne sont pas celles qui possèdent les emplois les plus stables, ce sont souvent celles qui sont capables de s'adapter rapidement lorsque le monde change autour d'elles. Numéro 5. Négliger sa santé.
Lorsqu'on est dans la vingtaine, la santé ressemble souvent à quelque chose d'acquis. On dort peu, on mange mal, on reporte l'activité physique et malgré tout, on se sent relativement bien. C'est précisément ce qui rend cette erreur si dangereuse. Les conséquences de la plupart des mauvaises habitudes n'apparaissent pas immédiatement, non. Le premier argument est que la santé fonctionne comme un investissement composé. Chaque bonne habitude produit un effet presque invisible aujourd'hui, mais considérable sur plusieurs années. Par exemple, une heure de marche ne transforme pas un corps. Une bonne nuit de sommeil ne transforme pas une vie. Un repas équilibré ne change pas la santé du jour au lendemain. Mais de façon répétée, ces comportements créent une différence énorme. Le problème est que nous sommes naturellement attirés par les récompenses immédiates. Nous accordons beaucoup plus d'importance au plaisir d'aujourd'hui qu'aux conséquences de demain. Deuxièmement, l'énergie. La plupart des objectifs importants nécessitent du temps, mais surtout de l'énergie. Créer, apprendre, travailler, entreprendre ou encore élever une famille. Tout cela devient plus difficile lorsque le corps fonctionne constamment en dessous de son potentiel. Beaucoup de personnes pensent manquer de motivation alors qu'elles manquent simplement d'énergie. Supposons alors Jean et Paul. Jean, il a passé 10 ans à ignorer complètement sa santé. Là où est-ce que Paul a simplement adopté quelques habitudes raisonnables. Aucun des deux n'est devenu athlète, non. Aucun des deux n'est obsédé par la performance, non plus. Mais l'écart entre eux est désormais visible dans leur niveau d'énergie, leur confiance, leur résistance au stress et leur qualité de vie. La santé est particulière parce qu'on ne réalise généralement sa valeur qu'après avoir commencé à la perdre. Dans la vingtaine, elle ressemble à quelque chose d'ordinaire, mais quelques décennies plus tard, elle devient souvent l'une des choses les plus précieuses que l'on possède. Sixième point, reporter tous ses rêves à plus tard. Il existe une phrase qui a détruit plus de projets que l'on imagine. Je commencerai quand je serai prêt. À première vue, cette phrase semble raisonnable. Après tout, vouloir être préparé avant de se lancer, ça paraît logique. Pourtant, derrière cette idée se cache souvent une erreur ou une peur déguisée. La vérité est que la plupart des gens ne reportent pas leurs projets parce qu'ils manquent de temps, d'argent ou encore de compétences. Non, ils les reportent parce qu'ils veulent éviter l'inconfort de l'incertitude. En fait, nous préférons imaginer une vie meilleure plutôt que de risquer l'échec en essayant de la construire. Le premier problème avec ça, c'est que le moment parfait n'existe pas. Lorsque tu manques d'argent, tu penses que l'argent résoudra le problème. Lorsque tu obtiens l'argent, tu réalises qu'il te manque du temps. Puis lorsque tu as plus de temps, tu découvres qu'il te manque de l'expérience, puis de la confiance, puis des contacts, puis autre chose. La ligne d'arrivée recule constamment. Parce que le véritable obstacle n'est jamais la préparation. En réalité, c'est la peur de commencer. Le deuxième problème, c'est que le report devient rapidement une habitude. Chaque fois qu'on remet un projet à plus tard, on renforce inconsciemment l'idée qu'il peut attendre encore un peu. Et ce encore un peu finit parfois par durer plusieurs années. Les rêves meurent rarement d'un seul coup. Ils disparaissent lentement, par de petites décisions, par de petites excuses, de petits reports. Imagine Paul et Jean qui souhaitent créer une chaîne YouTube, les deux. Jean passe des mois à perfectionner son logo, sa bannière, son matériel et sa stratégie. Tandis que Paul publie une vidéo imparfaite, puis une autre encore. Au bout de 3 ans, Paul a acquis de l'expérience, développé une audience et amélioré son contenu. Tandis que Jean possède toujours un projet parfaitement planifié, mais qui n'existe pas au final. La vie récompense rarement ceux qui attendent les conditions idéales. Elle récompense beaucoup plus souvent ceux qui acceptent d'avancer malgré des conditions imparfaites. Numéro 7. S'endetter pour des choses qui perdent de la valeur.
Alors, la dette est l'une des rares choses capables de voler du temps à ton futur. En effet, chaque paiement représente des heures de travail que tu n'as pas encore effectuées. Pourtant, de nombreuses personnes utilisent cette ressource extrêmement puissante pour financer des choses qui n'auront plus aucune valeur dans quelques années. Le premier problème ici est psychologique. En effet, lorsque nous achetons quelque chose aujourd'hui, mais que nous le payons plus tard, notre cerveau ressent immédiatement le plaisir, mais reporte la douleur. Et cette séparation va créer une illusion. L'objet semble alors plus abordable qu'il ne l'est réellement. Une mensualité paraît toujours plus petite qu'un prix total. Et c'est précisément ce qui rend la dette de consommation si séduisante. Elle permet d'obtenir immédiatement ce que nous désirons tout en cachant temporairement son véritable coût. Le deuxième problème, c'est que beaucoup d'achats procurent une satisfaction beaucoup plus courte que prévu. Le nouveau téléphone devient ordinaire après quelques semaines, la nouvelle voiture devient habituelle après quelques mois, le nouvel achat cesse rapidement de nous exciter. Mais par contre, les paiements, eux, continuent. Certaines personnes se retrouvent alors dans une situation étrange. Elles continuent de payer pour des décisions qui ne leur procurent plus aucun bonheur. Jean et Paul reçoivent exactement le même revenu, ok? Jean utilise le crédit pour financer chaque nouvelle envie. Par contre, Paul accepte parfois d'attendre. Après quelques années, la différence n'est pas seulement financière. Jean vit constamment sous pression, alors que Paul possède davantage de liberté. Parce que l'argent n'est pas seulement un outil qui permet d'acheter des choses, mais c'est aussi un outil qui permet d'acheter la tranquillité d'esprit. L'erreur n'est pas d'utiliser le crédit, non. L'erreur, c'est plutôt d'utiliser son avenir pour financer des plaisirs qui, au final, disparaîtront bien avant les paiements. Numéro 8. Croire que tu es en retard dans la vie. Alors, l'une des conséquences les plus étranges des réseaux sociaux, surtout, c'est qu'ils ont réussi à faire sentir en retard des millions de personnes qui avancent pourtant normalement. Aujourd'hui, il suffit de quelques minutes sur son téléphone pour avoir l'impression que tout le monde réussit plus vite que soi. Quelqu'un achète une maison, quelqu'un lance une entreprise, quelqu'un voyage autour du monde, quelqu'un gagne énormément d'argent. Et sans même s'en rendre compte, notre cerveau commence à établir des comparaisons. Le premier problème avec ça, c'est que ces comparaisons sont profondément injustes. Parce que tu compares généralement les coulisses de ta propre vie aux moments les plus impressionnants de la vie des autres. Tu vois leurs réussites, mais pas leurs échecs. Tu vois leurs résultats, pas leurs sacrifices. Tu vois leurs victoires, mais pas les années de doute qui l'ont précédé. Une comparaison basée sur des informations incomplètes produit presque toujours une conclusion erronée. Le deuxième problème avec ça, c'est que le sentiment d'être en retard pousse souvent à prendre des mauvaises décisions. Certaines personnes investissent dans des projets qu'elles ne comprennent pas. D'autres s'endettent. Ou d'autres encore abandonnent complètement leurs objectifs parce qu'elles ont l'impression d'avoir manqué leur chance. Pourtant, la vie n'est pas une course où tout le monde franchit les mêmes étapes au même moment. Certaines personnes trouvent le voie à 20 ans, d'autres à 30 ans, d'autres à 40, et certaines même encore plus tard. On reprend Jean et Paul. Jean avance à son rythme, mais passe son temps à se comparer. Tandis que Paul avance également à son rythme, mais lui reste concentré sur sa propre progression. Après quelques années, Paul possède généralement un avantage énorme, parce qu'il a consacré son énergie à construire sa vie plutôt qu'à observer celle des autres. Le véritable danger n'est pas d'être en retard, c'est de croire que tu l'es au point d'abandonner un avenir qui pourrait encore être extraordinaire. La plupart des gens sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans parce qu'ils sont obsédés par ce qu'ils n'ont pas accompli en un seul. Numéro 9. Arrêtez d'apprendre après l'école. Pour beaucoup de personnes, la fin des études marque aussi la fin de l'apprentissage. Après tout, depuis l'enfance, on nous apprend que l'école est l'endroit où l'on acquiert des connaissances. Une fois le diplôme obtenu, il est facile de croire que la partie la plus importante est derrière nous. Mais dans le monde réel, c'est souvent l'inverse.
Pour beaucoup de gens, le véritable apprentissage commence justement après l'école. Le premier problème, c'est que le monde change plus vite que jamais. Les technologies évoluent, les industries évoluent, les compétences recherchées évoluent elles aussi. Ce qui était alors précieux il y a 10 ans ne l'est pas forcément aujourd'hui. Et ce qui est précieux aujourd'hui pourrait ne plus l'être demain. Lorsqu'une personne cesse complètement d'apprendre, elle prend le risque de devenir progressivement moins adaptée à un monde qui continue d'avancer sans elle. Le deuxième problème, il va être un peu plus subtil. En effet, la plupart des opportunités importantes de la vie proviennent rarement des connaissances obligatoires. Elles vont provenir surtout souvent des connaissances supplémentaires. C'est des livres lus volontairement, des compétences développées après le travail, des expériences recherchées par curiosité, des conversations qui ouvrent de nouvelles perspectives. Les personnes qui progressent le plus rapidement ne sont pas toujours les plus intelligentes. Ce sont souvent celles qui restent étudiantes toute leur vie. On prend 2 diplômés qui commencent leur carrière le même jour. Le premier considère son diplôme comme la fin du voyage, alors que le deuxième considère comme le début. Pendant 10 ans, le premier répète essentiellement les mêmes connaissances, là où le second lit, apprend, expérimente et développe continuellement de nouvelles compétences. Au départ, la différence est presque invisible, mais avec le temps, l'écart va devenir immense parce que les connaissances fonctionnent comme des intérêts composés. Chaque nouvelle idée va se combiner avec les précédentes. Chaque compétence renforce les autres. Chaque année d'apprentissage accélère la suivante. La plupart des gens veulent de meilleurs résultats, mais peu sont prêts à devenir la personne capable de produire ces résultats. Et cette transformation commence presque toujours par l'apprentissage. Dernier point, pensez qu'on a encore énormément de temps. Si je devais choisir une seule erreur parmi toutes celles de cette liste, ce serait probablement celle-ci. Parce qu'elle nourrit presque toutes les autres. On reporte parce qu'on ne pense pas avoir le temps. On gaspille son potentiel parce qu'on pense avoir le temps. On remet ses objectifs à plus tard parce qu'on pense avoir le temps. Le temps est l'une des rares ressources distribuées équitablement. Les riches en ont, les pauvres en ont, les célèbres en ont, les inconnus en ont. Et pourtant, peu de personnes réalisent sa valeur avant qu'il ait déjà commencé à disparaître. Le premier problème ici, c'est que le temps avance de manière trompeuse. Au quotidien, il semble lent. Du moins, il peut sembler lent. Une semaine peut paraître plus longue, un mois paraît long, une année paraît longue. Mais lorsqu'on regarde derrière soi, tout semble avoir passé en un instant. Pense à la vitesse à laquelle les 5 dernières années se sont écoulées. Pour beaucoup de personnes, elles ressemblent presque à un souvenir récent. Et pourtant, elles ne reviendront jamais. Le deuxième problème avec ça, c'est que nous surestimons énormément ce que nous pouvons accomplir à court terme et complètement ce que nous pouvons accomplir à long terme. Nous voulons changer notre vie en 30 jours. Nous voulons devenir meilleurs en quelques semaines. Nous voulons des résultats immédiats. Puisque ces résultats n'arrivent pas assez vite, nous abandonnons. Mais les grandes transformations fonctionnent rarement ainsi. Les personnes qui semblent avoir réussi du jour au lendemain sont souvent celles qui ont travaillé dans l'ombre pendant des années. Imaginons 2 individus âgés de 22 ans. Le premier décide d'améliorer sa vie de seulement 1% chaque semaine. Le deuxième reporte constamment ses objectifs à plus tard. Pendant plusieurs mois, la différence est presque inexistante. Après quelques années, elle devient spectaculaire. Non pas parce que l'un était extraordinaire, mais parce que le temps a amplifié leur choix. Le temps est comme un amplificateur. Il va récompenser les bonnes habitudes, amplifier les mauvaises. Et il finit toujours par révéler les conséquences de nos décisions. La question n'est donc pas combien de temps il reste, mais ce que tu fais du temps que tu possèdes déjà.
Pour conclure, si tu regardes cette vidéo dans ta vingtaine, j'aimerais que tu te souviennes d'une chose. La plupart des décisions qui vont façonner ta vie ne ressembleront pas à de grandes décisions. Elles ressembleront à de petits choix quotidiens, le choix de te présenter ou non, le choix d'apprendre ou non, le choix d'économiser ou non, ou encore le choix d'attendre ou agir. Et c'est précisément ce qui rend ces erreurs dangereuses, parce qu'elles semblent insignifiantes lorsqu'elles se produisent. Personne ne remarque immédiatement les conséquences d'une mauvaise habitude. Personne ne remarque immédiatement les conséquences d'un report. Personne ne remarque immédiatement les conséquences d'un mauvais entourage. Mais le temps, lui, les remarque. Et le temps finit toujours par présenter la facture. La bonne nouvelle, c'est que le même principe fonctionne dans l'autre sens. Les petites bonnes décisions semblent elles aussi insignifiantes au départ. Lire quelques pages, faire un peu d'exercice, économiser un peu d'argent, travailler sur un projet après une longue journée. Ces actions paraissent minuscules. Pourtant, année après année, elles construisent une vie complètement différente. Beaucoup de gens regardent les personnes qui réussissent et pensent qu'elles possèdent quelque chose de spécial, une intelligence supérieure, un talent particulier, une chance exceptionnelle. Parfois c'est vrai, mais beaucoup plus souvent, la différence réside dans les décisions qu'elles ont répétées lorsque personne ne regardait. Ta vingtaine n'a pas besoin d'être parfaite. Non, tu vas faire des erreurs, tu vas échouer, tu vas changer d'avis, tu vas parfois prendre de mauvaises décisions. Et c'est normal. Le véritable objectif n'est pas d'éviter toutes les erreurs, mais ici, l'objectif, c'est d'éviter celles qui peuvent te coûter plusieurs années de ta vie. Parce qu'au final, une belle vie se construit rarement grâce à quelques décisions extraordinaires. Elle se construit plutôt grâce à des centaines de décisions ordinaires prises dans la bonne direction. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, alors pose-toi une dernière question. Parmi ces 10 erreurs, laquelle est-elle en train de te coûter le plus cher aujourd'hui? Parce que la réponse à cette question pourrait bien changer le reste de ton avenir.